Mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue en public, en direct, à l'occasion du Congrès des DAF, première édition. Toute la journée, un programme dense et tout de suite, Crédit Impôt Recherche. Comment appréhender l'éligibilité de vos projets et sécuriser vos déclarations. On commence fort cette journée à la tribune avec nous, Marie-Odile Senand, direction Invantage. Alors vous allez me dire, Invantage donc chez Subventium, vous me corrigerez si besoin. Et vous-même, Denis Allard, vous êtes donc à la direction d'Invantage chez Subventium. Mesdames et messieurs, le micro est à vous. 30 minutes, j'ai l'œil sur la montre. Merci. Bonjour à tous. Alors, le crédit impôt recherche, deux parties. Première partie, donc, rappel des grands principes. Et deuxième partie, comment sécuriser la mise en place du dispositif dans votre entreprise. Alors, rappel des grands principes. Donc, le crédit d'impôt recherche repose sur des bases fiscales et sur des bases scientifiques. Le seul document ayant valeur juridique est aujourd'hui le Code général des impôts. Le manuel de Frascati définit ce qu'est la recherche et développement au niveau mondial et donne des indications à chaque pays souhaitant mettre en place des dispositifs similaires au crédit impôt recherche. Le guide édité par le ministère de la Recherche sur le crédit d'impôt recherche est également un outil que vous pouvez utiliser pour y trouver des informations, mais n'oubliez jamais que celui-ci n'a pas de valeur légale. Alors, la définition de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche dans le cadre de la législation française regroupe trois typologies de recherche. La recherche dite fondamentale, où effectivement, donc c'est des travaux expérimentaux théoriques. Donc, environ 5% des entreprises qui aujourd'hui font du crédit d'impôt recherche en France font de la recherche fondamentale. Ce n'est pas la recherche, effectivement, qui est la plus pratiquée, étant donné que dans cette catégorie de recherche, on recherche, mais sans forcément savoir ce qu'on va trouver. Voilà. Ensuite, il y a la recherche appliquée. Donc là, effectivement, ça concerne environ, je dirais, 10 à 15% des entreprises. On va trouver de la recherche appliquée essentiellement dans le domaine des biotechnologies, et dans le domaine médical. Le développement expérimental, ça représente en gros 85% des déclarations de crédit d'impôt recherche aujourd'hui. On utilise des connaissances existantes pour développer des nouveaux produits, induisant également le développement de nouvelles connaissances scientifiques. Alors, la définition légale qui est un peu ésotérique et laisse beaucoup de place à l'interprétation, et celle-ci, pour être éligible à la création ou l'amélioration d'un produit, d'un procédé, d'un programme, doit présenter une originalité ou une amélioration substantielle ne résultant pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes. Donc l'originalité ou l'amélioration substantielle n'étant jamais facile à définir et à maîtriser, on vous propose ces critères pour apprécier si oui ou non vous êtes éligible au point de vue scientifique. Bonjour, à mon tour de dire bonjour. Donc effectivement, fort de cette définition, on n'est quand même pas même en tant que chef d'entreprise, en tant que DAF dans une entreprise, d'apprécier si oui ou non les projets conduits au sein de l'entreprise sont éligibles au crédit d'impôt recherche. En résumé, un projet de recherche éligible au crédit d'impôt recherche doit regrouper en fait les quatre éléments qui figurent sur le slide que vous avez devant les yeux. D'abord, il faut que vous ayez, et je ne les prends pas dans l'ordre, une équipe technique. Au sens du crédit d'impôt recherche, c'est une équipe qui est composée à minima d'un ingénieur ou d'une personne ayant un niveau d'ingénieur. Le ministère de la Recherche considérant qu'un projet de recherche ne peut être conduit que par des personnes ayant cette qualification. Il faut, dans un deuxième temps, que cette équipe soit confrontée à des difficultés. Au sens du crédit d'impôt recherche, une difficulté technique, en quelque sorte, c'est une lacune dans l'état de l'art des connaissances publiques. Les connaissances publiques, ce sont toutes les connaissances qui sont à disposition, c'est-à-dire ce sont les sources ouvertes sur Internet, ce sont les publications officielles. Faisant face à ces difficultés, donc l'équipe technique ne peut pas surmonter la difficulté et est contrainte de mettre en place une démarche scientifique pour surmonter les incertitudes. Bien entendu, avant de se lancer dans cette démarche, il faut que l'équipe technique ait fait son travail de recherche dans l'état de l'art pour savoir s'il y a des solutions disponibles sur étagère qui vont l'aider à surmonter la difficulté en question. Donc je résume 4 éléments, une équipe technique, des difficultés techniques, une recherche dans l'état de l'art et une démarche technique et scientifique mise en place pour surmonter les incertitudes. Voilà ce qui est valorisé dans un projet de crédit d'impôt recherche.
qui est très important surtout, c'est de vous déconnecter du produit fini, d'accord ? Quand on parle de difficultés techniques, il faut bien vous positionner au niveau scientifique, parce que souvent beaucoup d'entreprises en fait nous exposent des difficultés et des contraintes qui sont d'ordre économique. Par exemple, voilà, nous avons été contraints par le budget de développer un nouveau produit avec tant d'argent. Ce n'est pas une difficulté technique au sens du crédit d'impôt recherche, c'est une contrainte économique qui peut induire une contrainte technique et scientifique, parce que c'est souvent le cas, mais c'est très important de vous déconnecter du produit final. N'oubliez pas que le ministère de la Recherche et donc le crédit d'impôt recherche sert vraiment à financer l'accroissement de connaissances. Le ministère de la Recherche n'est pas intéressé par le fait que vous allez mettre au point un nouveau téléphone portable, un nouveau téléviseur ou un nouvel ordinateur. Donc il faut vraiment prendre du recul et apprécier les contraintes techniques d'un point de vue strictement scientifique. Pour mettre un petit peu donc ces quatre notions dans un plan dynamique, je vous invite à faire l'exercice avec moi. Donc sur ce slide, vous avez deux rectangles, donc le rectangle violet et le rectangle intitulé dépenses non éligibles et le rectangle orange dépenses éligibles. Alors si on part du rectangle de gauche, donc pour moi en tout cas, le rectangle violet, vous êtes au départ de votre projet. Donc après une étude de marché, vous avez des conclusions positives et vous décidez de vous lancer dans le développement d'un nouveau produit, d'un nouveau process. Vous allouez des ressources, donc en l'occurrence l'équipe technique, et l'équipe technique va commencer son travail et faire face à ses premières difficultés. Le premier réflexe donc du directeur de projet va être d'aller rechercher des solutions dans l'état de l'art, donc au milieu des deux rectangles. Si effectivement il existe des solutions à porter, à ce moment-là, grâce à ces solutions, votre équipe va être capable de surmonter la difficulté et on retombe dans le rectangle violet. On n'est pas dans une configuration ou dans l'épure de dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche. En revanche, si effectivement nous sommes en présence d'une difficulté avérée, donc la première chose va consister à circonscrire le périmètre de cette difficulté et on entre dans le périmètre des dépenses éligibles. L'équipe va mettre en place une démarche itérative qui, par succession de tests de prototypage, va consister à lever les incertitudes. Et c'est toute cette démarche qui est valorisée dans le crédit d'impôt recherche et qui fait l'objet de la déclaration de crédit d'impôt recherche. Et vous voyez en bas du slide, sur le rectangle orange, quelle que soit l'issue de la démarche, c'est bien la démarche en tant que telle qui est valorisée, parce qu'on ne s'intéresse pas à l'issue, économique de la recherche, on s'intéresse à la démarche elle-même. Alors, ce qui est très important et ce qui est assez difficile, c'est de faire la part des choses entre les contraintes classiques inhérentes à la profession que vos équipes techniques exercent et les vrais aléas techniques et scientifiques au sens du crédit d'impôt recherche. N'oublions jamais qu'aucun métier n'est facile, on a toujours tous potentiellement des problèmes, mais il faut arriver à distinguer ces difficultés qui relèvent de l'activité normale, d'accord, des vrais aléas techniques et scientifiques au sens du crédit d'impôt recherche, qui sont vraiment caractérisés par, comme l'exprimait Denis, une lacune dans l'état de l'art. Voilà. Donc, vous êtes à un instant T, vous avez un problème technique, vous êtes un chef de projet, vous avez de l'expérience, vous avez des diplômes, vous êtes confronté à un problème technique avéré que vous n'arrivez pas forcément immédiatement à expliquer et vous n'avez pas la solution de manière intuitive. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est là où c'est difficile. Il y a des domaines qui sont beaucoup plus difficiles, par exemple comme l'informatique, parce que l'état de l'art dans l'informatique évolue très très vite. Donc c'est vrai que même au ministère de la Recherche, ils ont du mal effectivement à suivre l'évolution de l'état de l'art au point de vue informatique. Dans les sciences de l'ingénieur également, ça peut être assez compliqué, parce que les sciences de l'ingénieur requièrent beaucoup de savoir-faire et vous allez avoir des personnes qui vont être là depuis 30 ans, qui vont connaître parfaitement leur métier et qui vont être capables de manière complètement empirique de résoudre des problèmes techniques qui sont peut-être avérés, mais qui ne sont pas résolus par le biais d'une démarche scientifique. Voilà, c'est le savoir-faire, c'est l'expérience qui fait. Donc c'est très important de distinguer bien ces aléas techniques au sens du CIR des problèmes inhérents à l'exercice de toute profession. Voilà, donc j'espère qu'on vous a éclairé sur comment apprécier l'éligibilité, en tout cas sur la partie technique et scientifique de vos projets. Maintenant, une fois qu'on a le périmètre qui est défini, on va s'attacher à décrire les postes de dépenses de l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche. Donc en premier lieu, bien entendu, vous avez les dépenses de personnel. Donc là, on va prendre la rémunération brute chargée des salariés au prorata du temps passé sur les projets de R&D, ce qui est très important.
Donc c'est-à-dire que c'est à partir du moment où vous pénétrez dans le rectangle orange que on déclenche le compteur sur le temps passé, donc le prorata du temps passé sur les projets. À cela, on va ajouter un forfait qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances 2011, a diminué, passé de 75% à 50%. Donc c'est 50% donc de la masse des salaires chargés au prorata du temps passé. J'ai un peu de mal à voir mon écran, donc je suis obligé de me pencher. Alors après, on a la dotation aux amortissements. Alors qu'est-ce qu'on va prendre sur ce poste-là? On va prendre les amortissements des matériels qui vous servent à l'objet de votre recherche, et également au prorata du temps d'utilisation. La loi de finances a introduit une nouveauté, puisque dorénavant, et pour favoriser les investissements dans l'industrie, on va ajouter une part de frais de fonctionnement sur ces immobilisations, à hauteur de 75%. Alors n'oubliez pas que seul est éligible le matériel acquis à l'état neuf. Parce que pour encourager effectivement les entreprises, notamment à renouveler leur parc de machines dans les industries, ce forfait de frais de fonctionnement de 75% a été introduit par la loi de finances 2011, mais ça ne marche que sur du matériel acquis à l'état neuf. Poste suivant, c'est le poste de la sous-traitance. Donc vous avez une différenciation entre la sous-traitance privée et la sous-traitance publique. Donc pour la sous-traitance privée, il faut que vous vérifiez au préalable que le sous-traitant à qui vous confiez une partie de votre recherche est agréé par le ministère de la Recherche. Ces dépenses sont plafonnées à 3 fois le montant des dépenses internes. Ça, c'est également une nouveauté introduite par la loi de finances 2011. Pour ce qui concerne la sous-traitance publique, on va prendre la facture adressée par le laboratoire public pour le double de son montant dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt recherche. Je fais un tout petit retour en arrière sur le premier poste de dépense pour simplement signaler que la loi de finances 2011 n'a pas changé le statut qui est attaché au jeune docteur. Donc le jeune docteur au sens du CIR, c'est un docteur qui obtient son premier CDI dans l'entreprise. Alors pour cette personne, c'est effectivement un peu le jackpot quand on calcule l'assiette du crédit d'impôt recherche, puisqu'il compte pour le double de son montant en termes de salaire, et en plus on va lui rajouter 200% de frais de fonctionnement. Alors moi je refais un petit point sur les dépenses de sous-traitance. Soyez très vigilants sur les prestations qui sont sous-traitées, d'accord ? Que ça soit au privé ou au public, il faut bien analyser la prestation qui est réalisée par votre sous-traitant, parce que celle-ci doit respecter les mêmes critères d'éligibilité d'un point de vue scientifique que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, d'accord ? Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. N'oubliez pas que c'est parce que vous avez une facture en tête du CEA ou du CNRS que de facto la facture est éligible au crédit d'impôt recherche. Après cette précision, donc il nous manque les dépenses de brevets. Donc on va pouvoir comptabiliser dans l'assiette de dépenses tout ce qui concerne le dépôt, la protection, la défense, l'extension des brevets. Les dépenses de veille technologique. Alors vous imaginez bien que après ce que je vous ai décrit comme étant les principaux critères d'éligibilité au crédit d'impôt recherche, le côté veille technologique est très important puisque ça se rattache directement à l'état de l'art. Donc un projet de R&D a forcément des dépenses attachées en termes de veille technologique. Ce poste de dépense est limité à 60 000 € par an. Enfin, lorsqu'on a fait l'addition de tous ces postes de dépenses, il ne faut pas oublier que les subventions à la R&D viennent en déduction de la totalité, donc de la somme de cette assiette de calcul. Alors ensuite, une fois que j'ai fait mon addition, que j'ai enlevé effectivement mes subventions, je vais donc calculer le montant de mon crédit d'impôt recherche. Le taux de droit commun est de 30%. Il existe des taux pour les entreprises dites primo-déclarantes. Ces taux sont accessibles aux entreprises n'ayant pas déclaré de crédit d'impôt recherche au cours des 5 dernières années ou n'ayant pas de lien de dépendance avec une autre entreprise ayant elle-même déclaré du CIR au cours des 5 dernières années. À cela se rajoute une condition complémentaire pour l'obtention des taux majorés pour les primo-optants introduits par la loi de finances 2011, qui prévoit que si une entreprise effectivement est détenue à plus de 25% par une personne physique qui a détenu ou qui détient
plus de 25% d'une autre société qui a déjà fait du crédit d'impôt recherche, il n'est pas possible pour cette société de bénéficier du taux majoré. Donc renseignez-vous bien par rapport à ça. Prenez bien en considération l'historique de la vie de votre entreprise et soyez attentifs à la détention capitalistique. Parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises en fait filialisaient certaines activités pour pouvoir bénéficier des taux de primo-déclarants. Et donc pour mettre un terme à ça, le législateur a renforcé les conditions pour bénéficier de ces taux majorés. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire de mon crédit d'impôt recherche? Je vais donc l'utiliser en priorité pour payer mon impôt société. D'accord. Si vous ne payez pas de l'impôt société, mais que vous êtes une PME au sens communautaire, vous avez la possibilité de vous faire rembourser votre crédit d'impôt recherche. De la même manière, si vous êtes jeune entreprise innovante, à ne pas confondre avec le label entreprise innovante qui est octroyé par Oseo, le statut jeune entreprise innovante est bien un statut fiscal spécifique. D'accord. C'est très important. Alors, attention, soyez vigilants au niveau de la définition de la PME au sens communautaire, parce qu'on pense que c'est assez simple, c'est moins de 250 salariés, effectivement, un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, total de bilan inférieur à 43 millions d'euros. Faites attention aux détentions. D'accord. Si vous êtes détenu en amont ou en aval par une autre entreprise entre 0 et 25, vous prenez en considération uniquement les seuils au niveau de votre entreprise, car vous êtes considéré comme une entreprise dite autonome. Si vous êtes détenu en amont ou en aval entre 25 et 50% par une autre entreprise, vous êtes une entreprise dite partenaire, et à ce moment-là, il faut concilier vos effectifs et le respect des seuils financiers avec les effectifs et le respect des seuils financiers de l'entreprise qui vous détient au prorata de votre pourcentage de détention. Dernier cas de figure, si vous êtes détenu en amont ou en aval à plus de 50%, vous êtes considéré comme une entreprise liée, et à ce moment-là, vous consolidez tous les effectifs et tous les seuils financiers des entreprises que vous détenez ou par qui vous êtes détenu. Voilà. Donc soyez vigilants par rapport à ça, d'autant plus que je ne vous cacherai pas que la définition de la PME au sens communautaire n'est pas nécessairement maîtrisée par tous les services des impôts aujourd'hui, et qu'il existe des incohérences entre les principes européens et les applications qui sont faites sur le territoire français. Donc soyez vigilants. Alors, analyse contextuelle, qu'est-ce qui se passe? Je pense que si dans la salle certains ont fait du crédit d'impôt recherche, vous avez peut-être constaté un accroissement du nombre de contrôles. Alors effectivement, depuis la loi de finances 2008, beaucoup d'entreprises se sont découverts des activités de R&D et donc ont bénéficié du crédit d'impôt recherche. Le nombre de déclarants aujourd'hui atteint plus de 15 000 entreprises. Donc forcément, qui dit 15 000 entreprises et 5 milliards de budget, dit un petit peu de contrôle derrière. Donc plus en plus de contrôles, des contrôles de plus en plus compliqués, avec le problème de la double compétence à la fois de l'administration fiscale et du ministère de la Recherche. Le ministère de la Recherche ayant effectivement recruté 154 experts scientifiques complémentaires pour pouvoir faire face à la charge de travail qu'ils ont aujourd'hui dans le cadre de toutes les demandes de contrôle qui sont diligentées. Alors, comment sécuriser vos futures déclarations? Deuxième partie. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous n'avez pas encore commencé vos travaux de R&D et vous envisagez potentiellement de déclarer du crédit d'impôt recherche. Donc il existe ce qu'on appelle des procédures d'accord tacite. Donc les procédures d'accord tacite permettent de se prévaloir d'une réponse favorable de l'administration en cas de non-réponse de celle-ci. D'accord ? Alors, la condition sine qua non à ces deux procédures, c'est effectivement de saisir l'administration fiscale et ou des organismes de recherche avant le début des travaux. Le problème qu'on a souvent, c'est que dans la pratique, l'entreprise commence à se poser la question du crédit d'impôt recherche à partir du moment où ils ont des difficultés et où les délais ne vont pas être respectés. Voilà. Et donc, quand vous êtes arrivé à ce moment-là, que vous vous dites, là, par rapport à ce que j'ai entendu, effectivement, j'ai des difficultés assez importantes, mes équipes n'y arrivent pas, j'ai peut-être droit à du crédit d'impôt recherche, vous ne pouvez plus utiliser ces procédures d'accord tacite étant donné que les travaux ont démarré.
Néanmoins, si ça vous arrive, sachez que effectivement, donc il y a un formulaire spécifique à remplir. Il faut respecter un plan qui est imposé par le ministère de la Recherche et par l'administration fiscale. Les éléments doivent être envoyés à l'administration fiscale qui va saisir le ministère de la Recherche pour expertise et analyse de vos travaux de R&D. D'accord ? N'oubliez jamais que quand vous êtes dans ce cas de figure, vous vous placez de manière prévisionnelle. Donc vous allez expliquer ce que vous envisagez de faire sur la prochaine année ou sur les 2 prochaines années. Donc la réponse que vous allez obtenir de l'administration est une sécurité si vous respectez scrupuleusement ce que vous avez prévu de faire au cours des 2 prochaines années. Et la vie de l'entreprise démontre effectivement que quand on fait un plan de développement et quand on a des projets de R&D, il est difficile de respecter clairement ce qu'on avait prévu. Donc méfiez-vous de la sécurisation associée à cette lettre des impôts qui n'est pas forcément efficiente en cas de contrôle quand vous apercevez qu'il n'était pas possible, enfin que vous n'avez pas fait ce que vous avez décrit. Alors, la saisine directe, c'est le même schéma que le premier, et effectivement, ça va suivre le même plan. Les documents vont être les mêmes. La seule différence, c'est que ce n'est pas envoyé à l'administration fiscale, mais au ministère de la Recherche directement. Alors ensuite, deuxième cas de figure, un peu plus courant. Alors, vous avez commencé vos travaux de recherche, et là, vous vous interrogez sur votre éligibilité au crédit d'impôt recherche. Alors, vous avez toujours la possibilité de solliciter l'administration fiscale dans le cadre du rescrit général, article L80B premièrement du livre des procédures fiscales. Mais sachez que ce rescrit-là ne vous permet pas de bénéficier de la procédure d'accord tacite, d'accord ? Donc, l'administration fiscale n'a pas de délai pour vous répondre. Normalement, elle doit vous répondre. Dans le cadre de l'application de la charte du contribuable, on peut espérer un délai maximum de 6 mois pour obtenir une réponse. Néanmoins, étant donné que le ministère de la Recherche est débordé, il est fort possible que vous attendiez votre réponse beaucoup plus longtemps. Deuxième option, si vous avez commencé vos travaux, le contrôle fiscal sur demande. Alors, cette mesure n'a pas beaucoup de succès, parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup de recul par rapport aux aspects un petit peu pratico-pratiques, parce que quand vous envoyez en fait à l'administration fiscale une demande de contrôle fiscal, l'administration n'a pas forcément de délai pour vous répondre, et vous savez très bien que inviter le loup dans la bergerie, entre guillemets, inquiète effectivement certaines personnes. Néanmoins, quand vous demandez un contrôle fiscal sur demande sur le crédit d'impôt recherche, le contrôle ne porte exclusivement que sur les éléments du crédit d'impôt recherche, normalement. Alors, on va passer un peu dans les détails. De toute façon, vous aurez les présentations, donc n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires après. Donc, ça, c'était les procédures légales. Le plus important, si vous voulez, en interne, c'est effectivement de mettre en place des bonnes pratiques. C'est ce qui va sécuriser au mieux votre crédit d'impôt recherche. Donc, des bonnes pratiques au point de vue scientifique. Ça veut dire que je vais faire du reporting, que je vais demander à mes équipes de tenir des cahiers de laboratoire ou équivalent. Donc, je demande à mes équipes de faire à minima une réunion mensuelle au cours de laquelle on fait le point sur les difficultés rencontrées et sur les solutions qu'on a mis en œuvre pour essayer de résoudre ces difficultés. N'oubliez pas que le crédit d'impôt recherche, on raisonne de manière annuelle et qu'il est très difficile au mois de décembre, quand on se pose la question du crédit d'impôt recherche, en général de se rappeler de ce qu'on a fait au mois de janvier. D'accord ? Donc prenez ces bons réflexes. De la même manière pour les temps, mettez en place des timesheets en interne. C'est important pour avoir une très bonne visibilité du nombre d'heures appliquées à telle tâche, cette tâche étant considérée comme éligible. Au point de vue financier, c'est pareil, soyez vigilants, récupérez bien les CV et les diplômes de vos équipes techniques. Ce sont des pièces qui vous seront demandées automatiquement par l'administration fiscale ou le ministère de la Recherche. D'accord ? Copie des factures éligibles, des bulletins de paye, voilà. Préparez tout bien dans un petit classeur. L'objectif étant effectivement d'avoir un dossier qui soit cohérent d'un point de vue technique et d'un point de vue financier. D'accord ? Si vous avez soi-disant effectivement une très très grosse difficulté technique et que vous mettez une équipe d'ingénieurs de 10 personnes qui passent 30 heures à faire de la R&D, je vous dis, le problème n'est pas forcément aussi grave que ça. Voilà. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Il faut toujours une cohérence entre le montant des dépenses exposées et la difficulté des travaux réalisés. Alors rapidement, pour vous imprégner un petit peu du plan de la notice technique, ce plan est imposé par le ministère de la Recherche. Donc ce n'est pas la peine d'être créatif, il faut respecter scrupuleusement
les paragraphes et ce qui vous est demandé. C'est très très important. Autre chose important, ne faites pas 150 pages de notices techniques. Il faut faire des documents qui soient assez courts et vraiment qui reprennent l'essentiel des justifications qui sont demandées par le ministère de la Recherche. N'oubliez pas que c'est comme quand on passe le bac, plus on a de copies à corriger, moins on est indulgent pour les dernières. Voilà. Donc plus vous en mettez, plus vous prenez le risque effectivement de noyer votre expert et de prendre le risque d'avoir des informations complémentaires. Je rajouterai juste un élément sur la notice technique, c'est bien la pierre angulaire de votre dossier de crédit d'impôt recherche, parce que c'est cette pièce qui va sécuriser votre déclaration de crédit d'impôt recherche. En cas de contrôle, c'est bien le document qui va être contrôlé par l'expert mandaté par le ministère, et une fois qu'il a apprécié sur le fond l'éligibilité de vos travaux, il fera son travail de rapprochement avec les dépenses que vous avez déclarées. Donc ce document est absolument capital, et encore une fois j'insiste sur le terme de pierre angulaire en termes de sécurisation de votre crédit d'impôt recherche. Donc les paragraphes les plus importants, n'oubliez pas, comme on vous disait tout à l'heure, raisonnez en termes scientifiques, prenez du recul par rapport à votre activité quotidienne et par rapport aux produits que vous développez. Les objectifs visés par le projet, d'accord ? Donc en termes techniques et scientifiques, ne me mettez pas effectivement que vous envisagez de développer le cousin de l'iPhone, d'accord ? Donc en termes techniques et scientifiques, quels étaient vos objectifs ? Les contraintes scientifiques et techniques rencontrées, donc là c'est pareil, on fait le distinguo entre les contraintes classiques et les réelles contraintes qualifiées d'aléas scientifiques par le ministère de la Recherche. L'état de l'art nécessite des références bibliographiques. Il faut pas dire que vous n'avez rien trouvé parce qu'il existe forcément quelque chose. Donc il y a forcément des solutions disponibles qui existent, qui ne permettent pas nécessairement de résoudre complètement vos problèmes, mais il existe des choses. Donc il faut des références bibliographiques dans l'état de l'art. Vous décrivez ensuite votre démarche scientifique, donc c'est les travaux que vous avez réalisés avec vos équipes, pour finir par l'accroissement de connaissances et donc les résultats. Alors, là de nouveau, un petit focus effectivement sur la notice technique qui, comme vous l'avez compris, est vraiment très très important. Donc, identifiez bien et rassemblez tous les éléments qui sont nécessaires à la constitution de la notice technique. N'oubliez pas que la notice technique doit être mise à jour tous les ans, que l'état de l'art s'apprécie au 1er janvier de chaque année, qu'un projet éligible en année N peut très bien ne plus être éligible en année N+1, étant donné qu'il est fort possible, dans le cadre du développement d'un projet, que vous soyez confronté à des difficultés pendant une année civile et que l'année d'après, vous continuez votre projet, mais sans pour autant être en mesure de justifier des aléas techniques et scientifiques au sens du crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est très important. Alors, les erreurs classiques qu'on retrouve souvent, sélectionner des heures avec peu de projets éligibles. Voilà. On ne fait pas de la R&D pendant 2% de son temps annuel. 2% de son temps dans l'année, on a le temps de s'asseoir et de commencer à réfléchir. On ne peut pas justifier qu'on fait de la R&D au sens du crédit d'impôt recherche. Donc ça, c'est très très important. Comme je vous disais tout à l'heure, la reconduction automatique des projets qui sont pluriannuels n'est pas forcément toujours exacte, d'accord ? Donc prenez bien le temps, année après année, de décortiquer votre projet et d'analyser dans votre projet quelles sont les phases qui sont éligibles au crédit d'impôt recherche. Donc l'erreur à pas faire, considérez toutes les phases d'un projet qui sont éligibles. D'accord ? N'oubliez jamais, reprenez le petit schéma. Vous êtes dans le carré orange, vous êtes éligible. Vous avez forcément dans votre projet des tâches qui relèvent du savoir-faire commun de la profession et qui ne sont pas considérées comme des actes de R&D. D'accord ? De la même manière, dans l'autre sens, vous passez un nombre d'heures très très important, par exemple 1500 heures à résoudre un problème technique qui certes est avéré mais qui n'est pas non plus monstrueux. Il est possible que le ministère de la Recherche remette en cause les compétences de vos équipes. Voilà. Et donc remette en cause l'éligibilité potentielle de votre crédit d'impôt recherche. Et la faiblesse de la documentation technique ou du formalisme, c'est pareil. N'oubliez pas que quand vous faites du crédit d'impôt recherche, vous ne faites plus de tests, mais vous faites de la validation de prototypes. Ça change rien dans les faits, mais ça change tout quand vous avez un contrôle. Merci beaucoup pour votre attention. Je crois qu'on a tenu les délais en 30 minutes. C'était un petit peu un marathon, beaucoup d'informations. Je vous invite, si vous avez des questions, puisqu'il faut qu'on laisse la place au prochain conférencier, à venir nous rendre visite sur le stand qui est juste à côté. Donc, Subventium. Voilà. Je ne sais pas s'il nous reste 5 minutes pour prendre des questions. Donc, l'animateur n'étant pas là, on va prendre les questions. Alors oui. Alors bizarrement oui.
En fait, ils l'ont mis effectivement dans le crédit d'impôt recherche parce que je pense qu'ils savaient pas vraiment où le mettre ailleurs. Néanmoins, il n'y a pas forcément de lien. Les critères d'éligibilité ne sont pas du tout les mêmes, d'accord ? Quand vous faites du crédit impôt recherche textile, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier que le crédit impôt recherche textile est soumis au plafond des minimis, d'accord ? Donc un maximum de 200 000 € par période glissante de 3 ans. Que pour être éligible au crédit impôt recherche textile, l'entreprise doit prendre ce qu'on appelle le risque industriel. Que ce risque industriel est caractérisé par l'achat de matières premières par l'entreprise, peu importe si la façon est sous-traitée dans un autre pays. Mais l'entreprise doit être propriétaire des matières premières et doit être en mesure de démontrer des activités de création et des phénomènes de collection. Tout à fait. Tout à fait. Il ne faut avoir aucun préjugé. On trouve de la R&D dans tous les domaines. On trouve de la R&D dans le domaine des sciences de management, des sciences sociales, des sciences humaines. C'est ce qu'on appelle chez nous les sciences éclairantes, par opposition aux sciences agissantes. Les puristes diront les sciences dures et les sciences molles. Mais il y a de la R&D potentielle dans tous les domaines scientifiques, parce que vous êtes en mesure, même dans le domaine des sciences humaines, de justifier d'un éventuel accroissement de connaissances. Donc c'est tout à fait possible. Une dernière question peut-être ? Alors, vous êtes en train de nous demander de jouer un peu à Madame Irma concernant donc l'évolution du dispositif. Écoutez, d'abord je me prononcerai pas, mais il faut quand même considérer que le dispositif a été profondément modifié avec l'entrée en vigueur de la loi de finances en 2008 et qu'il a connu des aménagements mineurs depuis. Toutes les entreprises militent pour que ce dispositif soit stable dans le temps, de façon à ce que les entreprises puissent le considérer comme une aide, donc un levier accompagnant les projets dans la durée. Donc je crois que donc tous les politiques, quel que soit leur bord, ont intégré ce paramètre, et que s'il doit y avoir des modifications donc dans un proche futur, ce sera probablement plutôt donc dirigé vers les grands groupes, mais certainement pas les PME. Effectivement, ce qui est très important, c'est de bien se rendre compte que le crédit d'impôt recherche a été reconnu à la fois par l'Europe et à la fois par les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, comme un outil qui est performant et qui permet effectivement d'encourager les entreprises à développer leurs activités de R&D. C'est un dispositif qui existe depuis 1983. Il n'y a pas de remise en cause envisagée. Peut-être effectivement, comme le précisait Denis, un rabotage au niveau de la tranche au-delà de 100 millions d'euros de dépenses de R&D qui bénéficiait majoritairement aux grands groupes. Le gouvernement de gauche et le président François Hollande ayant à cœur de recentrer le crédit d'impôt recherche plus sur les PME et sur les ETI. Petite information peut-être pour ceux qui en font, on n'est pas à l'abri, le crédit impôt métier d'art, si vous connaissez ce dispositif, doit prendre fin au 31/12/2012 normalement. Donc ça c'est au niveau de l'actualité aussi, c'est important. Il a déjà été reconduit à 3 reprises, mais néanmoins sachez que cette année il est listé dans les crédits d'impôt qui malheureusement pourront être amenés à disparaître dans le cadre de la loi de finances 2012. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci à tous. Encore une fois, je vous invite à nous rendre visite sur notre stand si vous avez d'autres questions. Excellent salon. Excellent salon. Merci.